Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Côté Mindset, l'émission qui parle motivation, performance et comment développer son mindset. Comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou de mettre un like en fonction de votre plateforme. Ça nous aide énormément à nous développer. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui, au-delà d'être une personne qui m'inspire énormément, c'est la personne qui m'a formée, donc notamment au coaching et à la préparation mentale. Donc, c'est un vrai honneur de l'avoir parmi nous. Salut Geoffrey. Hello Camille. Écoute, tu dis que c'est un honneur pour toi, mais c'est aussi un honneur pour moi d'être aujourd'hui avec toi. Trop Vraiment. bien. Eh bien, écoute, absolument ravie. Et je sais déjà que tu vas nous partager des trucs de fou. Je pense que tu le vois à mon visage. Je suis hyper contente que tu sois là. Alors, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder plusieurs choses avec toi. Donc, l'idée, c'est d'aborder un petit peu ton parcours, que tu nous racontes un peu ton expérience dans la police, dans un sport que tu as pratiqué où tu as été champion du monde. Donc, là, trop hâte aussi que tu nous en parles. Et le sujet aussi d'aujourd'hui, c'est bien évidemment le mindset. Donc, comment est-ce que tu développes ton mindset au quotidien? Quels seraient tes conseils que tu aurais auprès des entrepreneurs ou autres qui nous écoutent? Donc, voilà, un joli programme et j'ai trop hâte que tu nous partages tes anecdotes et ton expérience. Avec grand plaisir et compte sur moi pour, comme d'hab, donner le max. Trop bien, merci. Bon, alors, Geoffrey, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Alors, quand on me demande de me présenter, c'est toujours un exercice un peu délicat. Parce que je me pose la question, qu'est-ce que je vais mettre en avant plutôt qu'autre chose, tu vois? Et maintenant, j'ai pris ce parti de me présenter tout simplement avec ce qui m'anime le plus depuis que je suis tout gamin. C'est la passion. En fait, je suis quelqu'un de passionné, je suis passionné par la vie, par l'humain. Et moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne l'humain. Tu vois, dans toutes les sphères, que ce soit professionnelle, personnelle ou autre, vraiment comprendre ce qu'il fait justement pour être au meilleur et parfois ce qu'il fait pour consciemment ou inconsciemment, ce qu'il met en place pour parfois se détruire, tu vois. Et ça me fascine de voir l'humain. Donc déjà, moi, j'aime m'observer, j'aime me comprendre, me connaître et aussi accompagner les gens dans cette direction. Donc voilà, et c'est pour ça que tout au long de mon parcours, c'est quelque chose qui m'a toujours animé, cette passion de comprendre de plus en plus finement les modes de fonctionnement de l'humain. Et aujourd'hui, on parle du mindset. Ouais. Et effectivement, le mindset, c'est tellement important. Mais on va voir que derrière le mot mindset, on peut mettre tellement de choses. Et que pour les entrepreneurs, d'ailleurs, c'est aussi une sphère qui est fondamentale. Et si, au-delà de la passion, je pouvais me présenter, je dirais tout simplement que je suis marié, père de 2 enfants, et qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, eh bien, je suis le dirigeant et le fondateur de l'Académie de puissance mentale, yes, que tu connais bien. Et j'ai à cœur vraiment d'accompagner des personnes vers une transformation à la fois personnelle et professionnelle dans tout cet univers qu'on appelle le coaching en préparation mentale. Trop bien, voilà. Merci. Et tu vas nous parler aussi de tes expériences avant. Je rebondis parce que tu as déjà abordé le sujet du mot mindset. Toi, justement, qu'est-ce que tu mets derrière ce mot-là? En fait, je trouve qu'aujourd'hui, le mot mindset, c'est un peu un mot fourre-tout. On met beaucoup de choses derrière, alors qu'en réalité, le mindset, donc en anglais, c'est l'état d'esprit en français. Ce qui sous-tend l'état d'esprit, pour avoir un mindset fort, il y a beaucoup de choses qui vont devoir être préparées, beaucoup de choses qui vont devoir être mises en avant que ce mindset soit fort, ou justement, si ce mindset n'est pas fort, c'est que derrière, il y a des choses qui ne sont peut-être pas présentes. On va parler de la sphère émotionnelle, de la sphère comportementale, parce que le mindset, c'est l'état d'esprit, c'est les pensées, c'est ce qui nous guide en quelque sorte. Et ce mindset, parfois, il peut nous amener dans des endroits qui ne sont pas forcément le meilleur, parce qu'on est guidé par quelque chose et on n'écoute pas forcément notre fort intérieur, et là on se laisse guider un peu comme une poule sans tête en disant non mais moi j'ai ça, je me suis fixé tel objectif, je vais y aller à fond, et là tu perds ton temps, tu perds ton énergie, parfois tu perds de l'argent aussi, et ce qui fait que je vois beaucoup de personnes me dire moi je veux absolument avoir un mindset puissant, un mindset fort, ok, mais avant d'en arriver là, il y a toute la préparation qui va te permettre justement d'avoir ce mindset fort et puissant. Tu vois, un petit peu comme quand on prépare un champion, un athlète de haut niveau, pour qu'il ait ce mindset fort, c'est pas juste le fait d'avoir cette capacité à être tout le temps motivé, cette capacité à prendre des décisions très rapidement. Il y a aussi qu'est-ce qu'il fait avant pour que
à n'importe quel moment, il soit prêt. Parce que c'est ça, en fait, le mindset pour moi. C'est être prêt à n'importe quel moment. Tu vois ? Donc, être capable de te motiver quand tu as besoin d'être motivé. Être capable aussi de te reposer quand tu as besoin. Ah, ça te parle ? Ouais, carrément, surtout en ce moment. Voilà, mais justement, c'est ça aussi. Parce Ouais. que on associe souvent le mindset à cette capacité à aller toujours avancer, de l'avant. C'est un peu le no pain, no gain, tu sais, dans les sports. Alors qu'en réalité, c'est, selon moi en tout cas, c'est la meilleure manière de se cramer. Dernièrement, j'intervenais auprès de à peu près plus de 100 entrepreneurs. Alors je dis, vous savez, votre mental, votre mindset, votre état d'esprit, c'est quelque chose qui va pouvoir vous mener au-delà de ce que vous espérez. Ouais. Mais c'est aussi quelque chose qui va vous mener peut-être droit dans le mur. Parce que si tu es connecté uniquement au mindset, uniquement à ton état d'esprit, sans être connecté à ce que tu ressens, à tes ressentis, à tes émotions, dans ce cas-là, c'est un petit peu comme si le capitaine du navire ne portait pas attention à son bateau et à son équipage, tu vois. Donc, c'est un petit peu cette dissonance entre ce que je veux et ce que je ressens. Et là, si la personne, pour moi, veut un mindset puissant, dans ce cas-là, il sera fondamental qu'elle aille se connecter à ce qui est important pour elle, à ce qui la fait vibrer et ce qui vraiment l'anime profondément tous les jours. Donc finalement, ce mindset-là, il doit être en mesure à la fois de t'emmener vers ta direction, mais aussi te faire prendre conscience quand tu dois t'arrêter pour te reposer. Ouais. Parce que comme on dit dans le sport, l'entraînement, le repos fait partie de l'entraînement. Ouais. Donc, tout entrepreneur qui se respecte, normalement, je sais que ce n'est pas forcément le cas, mais doit être en mesure de prendre du recul par rapport à lui-même et de voir quand il est fatigué. Et quand il est fatigué, de se reposer pour justement être encore plus performant par la suite. Et un entrepreneur, pour moi, s'il veut développer son mindset, il doit agir comme un sportif de haut niveau. Moi, je pense qu'on peut arrêter le podcast là. On a déjà fait une petite masterclass sur le mindset et sur ce terme-là. Donc, merci beaucoup parce que je trouve que tu as extrêmement raison de le préciser, d'être dans cette capacité et pas être justement dans cette partie état d'esprit et cultiver cet état d'esprit puissant, comme on se le dit, mais d'être aussi en capacité d'écouter ce qui se passe là. Donc, on va reparler justement un peu des clés que toi, tu proposes pour le faire parce que très souvent, les gens ne savent pas comment faire. Et avant d'aller sur ce terrain-là, j'étais assez curieuse parce que je suis même pas sûre de connaître parfaitement aussi ton background. Comment est-ce que toi, tu t'es intéressée à tous ces sujets en lien avec le mental ? Est-ce que c'est pendant que tu étais à la police, parce que du coup, tu as été l'un des premiers formateurs en préparation mentale à la police. À quel moment tu as pris ce goût pour la préparation mentale, peut-être dans un premier temps ? Alors, ça remonte très loin. Père C'est Castor. un temps. Ouais, c'est ça. Père Castor, raconte-nous des histoires rapidement. En fait, tu sais très simplement, quand j'étais à la fac de droit, en licence en droit, j'ai arrêté à un moment donné, en plein mois de janvier, ma licence de droit parce que j'arrivais pas à gérer mes émotions. Je faisais des crises d'angoisse, je tombais dans les pommes en fait. Et je me suis dit, mais comment je peux faire pour régler ça ? Parce que je me voyais très bien que je pouvais pas je pouvais pas continuer comme ça. Alors, comme beaucoup de monde, je suis allé voir un psychiatre en l'occurrence, il m'avait donné des cachets, ça m'avait complètement anesthésié le cerveau pour le coup. Alors j'avais plus de crise d'angoisse, certes, mais j'avais plus rien du tout non plus, tu vois, j'avais plus ma capacité d'adaptation, ma lucidité, ma gestion émotionnelle, ça n'existait plus. Donc, je me suis dit, ok, comment je peux faire pour justement apprendre à gérer ce mental, à gérer ses émotions et puis finalement reprendre la maîtrise de mon corps et de mon esprit. Donc là, je te parle de ça, c'était dans les années 2000. Je suis né en 1981 pour ceux qui veulent faire le calcul rapidement. Et là, j'ai commencé à découvrir des méthodes, des techniques. Il y en a qui marchaient, d'autres qui marchaient moins. Et ça a été toujours pour moi une recherche permanente. J'ai toujours cherché des outils qui étaient clairs, simples et concrets et efficaces. T'avais beau me dire que quelque chose fonctionnait, moi j'avais besoin de le tester sur moi avant de te dire « ok, ça marche ». T'avais beau me sortir n'importe quelle étude de neurosciences, j'y croyais, ok, mais aussi je n'y croyais pas. Donc pour moi, le terrain, le test, il n'y a que ça qui parle, et déjà quand j'étais étudiant. Donc là, au fur et à mesure, j'ai étudié l'hypnose, j'ai étudié la PNL, la programmation neurolinguistique, que tu connais très bien. Je me suis vraiment formé à différentes méthodes, et là, de fil en aiguille, j'ai acquis des outils, j'ai acquis des techniques et des stratégies. Et d'ailleurs, quand je me suis lancé dans cette carrière de policier, à la base, c'était pour deux choses. La première, c'était...
quand les gens m'entendent dire ça, ils trouvent un peu particulier parce que chacun a sa perception aussi du métier de policier. Moi, c'était de contribuer à un monde meilleur. Vraiment, d'arriver dans cet espace, dans cet uniforme, finalement, pour aider un petit peu la veuve et l'orphelin, tu vois. Ouais. Et le deuxième point, c'était aussi d'apprendre à mieux me connaître. Gérer mon stress, mes émotions, parce que c'est un métier qui est extrêmement stressant, qui est extrêmement épuisant. C'est un métier qui va vraiment puiser dans tes ressources. Et donc, en plus de ça, ça m'a permis aussi, au-delà de me connaître moi, ça m'a aussi permis de comprendre l'humain. Ouais. Et là, je peux te garantir qu'en 15 ans d'ancienneté, j'ai développé vraiment beaucoup d'analyse, beaucoup de compréhension de l'humain. Et ce qui me fait qu'aujourd'hui, justement, j'ai cette capacité à tout de suite analyser une personne quand elle va bien, quand elle va pas bien, quand elle a peur, quand elle est... bref, tous ces comportements un petit peu. Et tout ça, ça m'a toujours fasciné en fait. Et de fil en aiguille, après, je me suis dirigé sur la formation dans la police. Yes. Tu vois, on y arrive. On n'a pas passé trop de temps Non, entre 1981 et... On a réussi à le résumer, mais c'est voilà. important, donc trop bien. Oui, donc ça a toujours été un parcours aussi pour moi de toujours faire quelque chose qui m'anime, qui me passionne, hein, comme je te disais au début de l'entretien. Et... donc au départ, en tant que formateur, j'étais spécialisé en maniement des armes, en sport, en technique d'intervention, en secourisme, tout le côté technique en fait de ce que peut faire un policier. En l'occurrence, moi j'étais à l'école des cadres, des officiers et des commissaires de police. Ouais. Et en fait, à un moment donné, on m'a proposé un stage de préparation mentale où justement j'allais me former chez les militaires à la préparation mentale. Donc c'est une méthode qui s'appelle les TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. Donc là, je me suis formé, j'ai ensuite... accompagné de nombreuses personnes au sein de l'école et en à côté. Et après, j'ai eu cette possibilité aussi d'accéder au stage d'instructeur top, donc qui est formateur de formateurs en préparation mentale. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, j'ai été le premier formateur de formateurs en préparation mentale au sein de la police nationale française. Et donc moi, ce qui m'a surtout fasciné, c'est de pouvoir accompagner des policiers quand ils avaient vraiment ce besoin de concentration, de focus. J'ai beaucoup de copains dans les groupes d'intervention. Bien sûr. Que ce soit le RAID, le GAP, la BRI, enfin tous ces groupes-là. Et ce qui m'intéresse chez eux, un petit peu comme les entrepreneurs, parce que c'est la même chose sauf qu'un entrepreneur, concrètement, ne risque pas foncièrement sa vie. Ouais. Mais le besoin de concentration, le besoin de focus, le besoin de gérer sa fatigue, le besoin de gérer, finalement, on pourrait dire son mental, c'est quelque chose qui, pour eux, ces gens-là qui font partie de l'élite, eh bien, sont en recherche permanente. Donc ça, moi, ça m'a vraiment fasciné. Et j'ai eu l'occasion de tester énormément de choses sur des centaines de personnes. Et encore une fois, j'ai pris finalement que ce qui fonctionnait. Parce que quand tu es avec un mec du RAID ou de la BRI, quand tu lui dis, bon bah tiens, ça fonctionne, il dit, ouais, bah ok, est-ce que ça fonctionne quand j'ai un gilet pare-balles lourd, avec un casque lourd, avec un fusil d'assaut, et que je dois aller chercher un terroriste à 6h du matin? Tu vois, donc en gros, c'est ça, il y a des contraintes qui sont vraiment énormes, et là, tu peux pas raconter du bullshit, quoi. Ouais, carrément. Il y a le avant, ok, pendant, et après, on débrief, tu vois. Ouais. Donc il y a toute cette dynamique-là, moi, qui m'a toujours fasciné de comprendre, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment, alors la bonne nouvelle, c'est que des gens comme toi diffusent aussi cette sphère de la préparation mentale, mais aujourd'hui en France, je pense que cette sphère, elle est vraiment sous-estimée, alors qu'en réalité, c'est ce qui permet, là on est notamment avec des entrepreneurs, mais c'est aussi valable pour une mère de famille, un père de famille, bien sûr, un étudiant qui passe un concours. La sphère du mental, c'est un peu la tour de contrôle. C'est ce qui va faire en sorte que ton côté technique, toutes tes stratégies vont être efficaces. Eh bien, c'est comment tu vas gérer cette tour de contrôle. Et tu vois, je me souviens, il y a quelques semaines en arrière, je fais un webinaire de vente. Je prends du recul et je me dis, pourquoi j'ai si peu de ventes en fait? Habituellement, quand je fais un webinaire, dans l'heure ou les heures qui arrivent, les personnes prennent l'avance. Pour préciser, c'est un webinaire que tu fais pour recruter de nouveaux coachs dans ton académie. C'est ça quand tu dis viens de préciser. Ouais. Et sur le webinaire-là, donc il y avait ma femme, Betty, que tu connais aussi, et je lui dis, mais je sais pas, je n'étais pas au top là. Ouais. Et effectivement, les gens n'ont pas matché avec ce que je leur présentais. Pourtant, techniquement, j'étais au top. Le webinaire, il était fait d'une façon extrêmement précise. Il était fait comme dans toutes les règles de l'art. Mais par contre, j'étais fatigué. J'étais épuisé. Et là, pour le coup, mon mindset m'a porté préjudice. Parce que j'aurais dû dire, plutôt que de me dire, non, mais si Geoffrey, tu peux le faire. T'y vas, vas-y à fond, allez. Et puis après, ça va cartonner. Au lieu de me dire ça, me dire, ok, si je prends du recul par rapport à moi-même, là, je suis un petit peu fatigué, voire même beaucoup. Est-ce qu'on est en fin de saison? Est-ce que c'est le bon moment
pour faire ce webinaire, oui ou non? Est-ce que c'est vraiment urgent? Et là, j'aurais clairement dit, bah non, c'est pas urgent, ça peut attendre 2 semaines. Et 2 semaines après, je l'aurais fait dans une autre énergie. Et forcément, c'est très énergétique, un peu comme le leadership, tu vois. C'est quelque chose qui est très énergétique. Et pour le coup, qui est extrêmement important pour un entrepreneur qui veut démarrer un projet, un entrepreneur qui veut conclure des différents contrats, qui veut faire des partenariats, dans quelle énergie tu es. Parce que ça, l'énergie, c'est même ce qui sous-tend le mindset, tu vois. C'est très lié en réalité. Ton énergie va être vraiment en rapport avec ton état d'esprit. Et quand les deux sont en concordance, quand tu as un état d'esprit de champion et une énergie de champion, eh bien, tu es le Teddy Riner de l'entrepreneuriat, tout simplement. Et là, on a déjà plein de clés, notamment sur cette prise de recul, le fait de se poser aussi les bonnes questions à des moments clés, le fait d'être aussi à l'écoute de son énergie, etc. Pour entrer dans le concret, et peut-être pour avoir un dernier exemple sur cette partie dans les métiers d'urgence, ou en tout cas force de l'ordre, etc. Comment est-ce qu'un policier ou quelqu'un du RAID utilise son mental / la préparation mentale dans le cadre d'une opération? Qu'est-ce qu'il fait concrètement pour rester maître de ses émotions et gérer la pression à ce moment-là? Est-ce que tu as un exemple? Ouais, déjà, il va beaucoup s'entraîner. Ouais. Il a un niveau d'entraînement, certains même disent qu'ils sont surentraînés. Je pense qu'on n'est jamais surentraîné. On s'entraîne raisonnablement ou beaucoup, mais c'est toujours dans un objectif bien précis. Il s'entraîne à toutes les... en fait, il s'entraîne à improviser. C'est dingue, ouais. C'est une bonne capacité. Ouais, et finalement, ils développent leur capacité d'adaptation. Et ça, pour un entrepreneur, c'est fondamental. Donc, c'est pour ça qu'à l'entraînement, il varie les scénarios. L'opérateur qui va simuler, par exemple, une interpellation d'un terroriste, eh bien, il va avoir différents scénarios. Il y a des choses qui vont changer. Ils vont bouger les meubles. Ils vont mettre, on va leur dire qu'il y a 2 personnes à l'intérieur, alors qu'en fait, il y en a 3 ou 10, tu vois. Tout va changer. Et en fait, c'est ce qui est important chez eux. Et chez eux, c'est beaucoup ce qu'ils recherchent finalement, c'est être capable de s'adapter, peu importe l'environnement. Tu vois. Et c'est pour ça que... alors, par contre, je précise, je n'ai jamais travaillé au RAID. J'ai travaillé avec beaucoup de copains du RAID. Bien sûr. Mais je n'ai jamais été opérateur au RAID. Mais d'avoir étudié un petit peu comment il fonctionnait, c'est tout le temps comme ça, en fait. Ouais. D'accord. Donc, vraiment développer sa capacité d'adaptation. Et aujourd'hui, les entrepreneurs ont vraiment, selon moi, tout intérêt à développer leur capacité d'adaptation. Et tu vas me dire, mais Geoffrey, comment on fait pour gérer sa capacité d'adaptation? Tout le monde se demande comment on fait. Voilà. Eh ben, encore une fois, c'est aussi une perception, c'est-à-dire que si tu as un partenariat, par exemple, qui échoue, de ne pas voir ça comme une fin en soi, mais de voir ça comme un entraînement. Et justement, en faire un feedback, en faire un débriefing pour voir qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu as peut-être pas bien fait, qu'est-ce que tu peux modifier, recalibrer, et finalement voir ça comme un entraînement pour plus tard, tu vois. C'est une espèce de switch dans ta façon d'interpréter une situation à la suite. Alors, j'aime pas le mot échec, mais en tout cas quelque chose qui s'est pas passé exactement comme tu le souhaitais, et d'en tirer toujours une conclusion, en tout cas un feedback qui t'aide pour la suite. Un apprentissage, c'est exactement ça. Et donc là, du coup... tu nourris ton mental, ton esprit vraiment de nombreux fichiers. Donc la prochaine fois, quand il va être confronté, par exemple, admettons, tu es sur un partenariat avec une femme ou avec un homme, et là tu conclus ce partenariat, et puis tu avais cette petite intuition qui te disait au fond de toi, je devrais peut-être pas y aller. Et au final, tu y allais quand même. Et échec, parce que finalement, le travail, ça aboutit à quelque chose qui n'est pas bon pour toi, pour la personne, enfin bref. Eh bien, si tu prends du recul et tu dis, OK, qu'est-ce que j'ai senti au départ et qui peut-être m'a mis sur le chemin en me disant, fais attention, n'y va peut-être pas, ou prends plus d'informations, etc. Et là, tu augmentes ta capacité de compréhension de toi, ton analyse, ton intuition, et ce qui fait que plus tard, quand tu vas avoir un autre partenariat qui va arriver, tu vas être beaucoup plus vigilant sur les points justement que tu as vus, donc tu seras en mesure de t'adapter et de ne pas foncer tête baissée. Tu vois, donc c'est tous ces entraînements-là qui augmentent la capacité d'adaptation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vois un champion, un athlète réaliser une figure, quelle qu'elle soit, ça paraît simple. Parce que peu importe ce qui arrive, lui, il est en mesure de s'adapter. Parce qu'il a tellement eu d'entraînement, il a vu tellement de scénarios possibles
que lorsqu'il y a quelque chose qui fait face, qui se confronte à lui, eh bien, il est en mesure de s'adapter. Comme un boxeur qui est sur un ring, la boxe, entre nous, il n'y a rien de plus bête, la boxe. Il faut mettre un point devant l'autre. C'est facile. Sauf que ce qui fait qu'une personne est un bon boxeur ou un mauvais boxeur, c'est une question de timing et une question de voir le coup ou voir la faille quand elle se présente. Et c'est ce qui fait finalement l'expérience. Tu vois, donc l'expérience va te permettre d'augmenter ta capacité d'adaptation. Et pour avoir cette capacité d'adaptation, justement, c'est de faire les choses en conscience et pas faire les choses en mode automatique. Dire non, mais ça ira la prochaine fois. Et t'avances, et t'avances, et t'avances. Non, ok, t'avances, tu dis qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux peaufiner, qu'est-ce que je peux ajouter, qu'est-ce que je peux enlever. Et même quand les choses se passent très bien. Tu vois. Par exemple, là, on est tous les deux en échange. Là, ok, l'échange s'est bien passé. Mais si je prends du recul, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que la prochaine fois, ça soit peut-être encore meilleur. Encore un niveau tu dessus. vois, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et plus on va chercher du détail, de la précision, et c'est là qu'on devient excellent. Tu vois, c'est aussi ce que recherchent tous les athlètes de haut niveau, en fait. Exactement. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, au début, ça demande un certain effort parce que c'est pas une pensée automatique, justement, de venir se demander c'est quoi ce feedback après cette interview, etc. Mais plus tu te le demandes au fur et à mesure, et plus ça va devenir automatique, et plus ça va te permettre de grandir et donc aussi de t'adapter en fonction des différentes situations. Oui, c'est exactement ça. Un petit peu comme quand tu conduis une voiture, au départ, tu te dis bon, il faut que... Bon, après, il y en a même, après quelques années, c'est toujours pas ça. Mais... oui, mais en tout cas, c'est toujours un peu mieux que ce que ça n'a été. Quoi. Tu vois, il y a toujours cette... tu parles de toi, là, Camille ? Oui, complètement. J'ai raté 3 fois mon permis, je l'assume. Voilà. Et tu l'as eu au final ou pas ? Je l'ai eu, oui. Ok, bah, c'est ça qui est intéressant. J'ai payé très cher. Tu vois, ouais, mais tu as payé très cher, mais en tout cas, tu as appris beaucoup, certainement. Tu vois, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu as appris de ces 3, entre guillemets, échecs, qu'est-ce que tu as mis en place. Et peut-être que d'ailleurs, la dernière fois où tu l'as eu, peut-être que tu as pris plus de recul par rapport à la deuxième fois que tu l'as passé. Tu vois, donc, un petit peu comme le permis, enfin le fait de conduire, au départ, c'est un peu automatique, et après, plus tu avances dans la conduite, et plus les choses s'automatisent. Par contre, là où il faut être toujours vigilant, c'est que de ne pas rentrer dans une routine. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que les champions aussi aiment changer les scénarios, ils aiment faire des chorégraphies différentes, ils aiment faire des combinaisons différentes, parce que justement, il y a ce niveau d'attention que tu as un petit peu au début, un petit peu comme quand tu es en couple avec quelqu'un, tu sais, tu as un niveau d'attention qui est particulier que tu as pu peut-être au bout de quelques années. Donc c'est important d'avoir toujours cette vigilance. Et pareil, quand tu es entrepreneur, quand tu as ton entreprise, ok, tu as un bon CA, tu es content, tu as une bonne équipe, mais comment tu peux faire pour peut-être améliorer encore un peu plus que ce que tu as là maintenant ? Et tout ça, ça demande de l'analyse, de la prise de recul, mais aussi de la vulnérabilité. Cette capacité à se dire, ok, peut-être qu'on est bon, mais on n'est peut-être pas parfait. Et comment on peut faire pour s'améliorer, justement ? Exactement. Super intéressant. Et tu parlais justement là des athlètes et du sport, ce qui me permet de faire une bonne transition avec une activité que tu as eue, parce que je ne crois pas que tu pratiques encore aujourd'hui, mais tu vas nous en dire plus. Tu as eu, alors si mes recherches sont bonnes, l'occasion d'être champion du monde d'un sport qui s'appelle le kettlebell. J'essaie de m'entraîner à le dire, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et le contexte ? Et après, ma question qui suivra, c'est qu'est-ce que tu as fait au niveau mindset, ou plus globalement, physiquement, mentalement, pour décrocher un titre comme celui-ci ? Alors, en russe, ça se dit « Gerevorusport ». D'accord. Est-ce que c'est un sport qui est russe à l'origine, oui, c'est ça ? Oui, c'est du Girvois sport, en fait. Donc, du kettlebell sport, comme tu disais. Kettlebell voilà, sport. c'est un peu plus américain. En fait, c'est un sport qui vient des pays de l'Est. Et tu vois, c'est rigolo parce que la semaine dernière, je parlais avec une personne qui est née en Sibérie, qui s'appelle Olga. Et elle me disait que l'utilisation du kettlebell, justement, c'était quelque chose qu'ils faisaient dès leur plus tendre enfance, en fait. C'est un poids, donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un poids avec une poignée, avec une anse comme ça. Et le but du jeu, c'est de le soulever un petit peu comme un mouvement d'haltérophilie et de le soulever en compétition, c'est de le soulever pendant un temps donné, le plus de fois possible. Donc effectivement, j'ai été... Alors, le dernier championnat du monde, c'est en 2017. J'ai été 2 fois champion du monde, 1 fois vice-champion du monde. Donc, mon record, moi, sur cette épreuve, c'est de soulever un poids de 32 kg d'un bras. D'accord, pendant 30 minutes. Et mon record, ça a été de le soulever 375 fois.
Ok, Et souvent, d'accord. Je vois l'équipe faire. Ouais, je vois l'équipe surtout, mais souvent le réflexe qu'on a, c'est qu'on regarde la taille de mes bras qui sont énormes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017? Ouais, c'est ça. J'ai arrêté la drogue. Voilà. Non, Je serais plus gonflé. Ouais, mais sachant qu'en 2017, j'étais encore plus fin. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je dois faire 76-77 kilos. À ce moment-là, je faisais 73-74. Okay. D'accord, c'est vraiment pas une question de masse musculaire, mais c'est plus une question de mental. Oui, c'est exactement ça. Justement, là, ce qui m'a intéressé dans ce sport, c'est ce dépassement de soi qui permet finalement, quand tu as de la douleur, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, quand tu portes ce poids de 32 kilos, il vient compresser ton avant-bras et c'est extrêmement douloureux. Tu passes par différents stades physiques, physiologiques, mentaux. Ton petit mental te dit arrête, qu'est-ce que tu fous là? Tu serais vraiment mieux avec tes enfants devant la télé, tu vois. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé dans ce sport, c'est le dépassement de soi, mais au-delà de ça, c'est d'apprendre aussi à me connaître. Tu vois, ce qui est aujourd'hui utile dans le monde de l'entreprise, qui est qu'est-ce que je fais lorsque je ne suis pas motivé? Qu'est-ce que je fais? Parce que combien de fois, tout le monde pense que les athlètes de haut niveau sont toujours motivés, au taquet, alors qu'en fait, la motivation, tu as des hauts, tu as des bas, et c'est ça. C'est cyclique, bien sûr. C'est cyclique, et c'est ce qu'on appelle la vie, tout simplement. Voilà. Vouloir être toujours motivé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est juste impossible. Donc, moi, j'ai compris, en fait, comment finalement avoir cette motivation quand on a besoin, et comment faire pour rester focus. Donc, tu veux quelques tips? Ouais, vas-y, c'est parti. Les tips de Geoffrey Brochet, partie 1. Donc, tu vois, je me souviens de ce championnat du monde en 2017 où je me prépare pendant des mois et des mois et à quelques mois de la compétition, j'ai juste plus envie d'y aller en fait. Okay. J'ai mon entraîneur russe qui me dit davai, ça veut dire vas-y, en gros, fonce. Mais moi, je dis non, mais je suis plus animé, quoi. Et c'est vrai que j'étais focalisé sur la réussite, le résultat, le championnat, et ça, j'en avais marre. Et en fait, de me connecter à quelque chose qui était beaucoup plus important que moi, c'est-à-dire de montrer à mes enfants, de montrer aussi aux gens, parce que j'avais une association de sport comme ça que j'entraînais aussi, de leur montrer que même quand tu n'as pas envie, même quand tu as des contraintes extérieures, eh bien, tu vas rechercher au fond de toi pour toujours aller de l'avant. Et même si tu fais des pauses, même si parfois tes entraînements, au lieu de ça soit des entraînements complets, tu divises par 2, mais tu fais quand même un entraînement, tout ça leur montrer que tout n'est pas un chemin tracé, comme le monde de l'entrepreneuriat en fait. Tu vois, ça j'ai compris ça. Et aujourd'hui, quand on fait croire aux gens que grâce à la clé secrète, tu vas avoir une putain de motivation, ça c'est du vent et c'est juste pas possible. Par contre, quand je suis pas motivé, qu'est-ce qui fait justement que je ne sois pas motivé? Que je ne suis pas motivé? Et là, d'aller se reconnecter à quelque chose de puissant, quelque chose de fort, quelque chose qui nous anime profondément. Moi, pour le coup, c'était d'être inspirant auprès de mes enfants, d'être inspirant auprès des gens que je formais. Et ça m'a redonné du jus, tu vois. Parce que avant les entraînements, je pensais à ça. Pendant la compétition, j'ai pensé à ça. Et c'est pour ça que ça m'a donné des ailes. Et du fait, sur le dernier championnat du monde, c'était en 2017 à Milan. J'ai fini 2e, mais j'ai réalisé le plus gros score, donc 375 répétitions que j'ai jamais réalisé en fait. Donc tu vois, c'est aussi ça. Et le deuxième tips vraiment, c'est d'avoir un plan d'entraînement, un plan pour avancer. Et que parfois, même si le plan que tu as prévu, eh bien, tu t'y colles pas à 100%, pas grave. L'entraînement que tu avais prévu, t'as pas le jus pour le faire ou t'as pas assez de motivation pour le faire, comment tu peux faire ne serait-ce que la moitié? Tu vois, si aujourd'hui tu es entrepreneur et que tu as une tâche à faire et que tu avais prévu de faire cette tâche et que tu n'as peut-être pas envie et que tu n'as pas cette motivation en tout cas. C'est déculpabiliser. Aussi. Ouais, s'autoriser que c'est OK. Parce que justement aujourd'hui, on a cette image, tu sais, notamment sur les réseaux, où on montre des gens surperformants, des gens qui sont toujours taquets, des gens qui... Moi d'ailleurs, petit aparté, tu m'as posé la question, Geoffrey, comment tu fais pour avoir toujours cette énergie-là? Comment je fais pour avoir cette énergie-là? Entre midi et 14h, moi je fais une sieste. Oui. Tout simplement. J'attendais un truc, waouh, mais oui, t'as raison. Je fais une sieste. Ouais. Dès que je peux, je me repose en fait. Oui, bien sûr. Parce que tu montres à l'externe et ce qui se passe en arrière-scène, il ne faut jamais l'oublier. Pour avoir l'énergie que j'ai là maintenant avec toi sur ce podcast-là, juste avant, quand je suis arrivé dans ma voiture, je me suis posé pendant 5 minutes et j'ai fait une petite relax, je me suis préparé mentalement pour être dans la meilleure énergie possible. Tu vois. Donc tout ça finalement, c'est t'as un plan, mais le but, c'est pas de toi t'adapter au plan, c'est le plan qui doit s'adapter à toi.
Parce que sinon, si tu t'adaptes à un plan que tu t'es fixé, tu risques de te cramer, tu risques d'être moins performant et d'aller vers un but qui finalement, tu sais, un petit peu à l'image de ce champion qui, 50 mètres avant d'arriver, la ligne d'arrivée, il s'effondre en fait. Ouais. Tu vois. Et l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Exactement. C'est un marathon qui se termine jamais en fait. Exactement. Donc, d'où l'importance de vraiment se prendre en considération et puis vraiment d'oser la vulnérabilité. Vraiment. Et parfois, tout à l'heure on parlait des gens du raid, tu sais, moi tous les copains du raid, ils prennent toujours du recul par rapport à eux-mêmes en disant ok, qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux être plus performant, donc peut-être en me reposant. Tu as une petite histoire un peu secrète comme ça sur les mecs du raid? Vas-y, on adore les anecdotes, on l'a vu. J'ai un copain du raid parce que moi ce qui m'intéresse c'est les feedbacks, tu sais comment tu fais pour gérer ton énergie. J'ai discuté avec un copain qui avait fait l'assaut de Saint-Denis, tu sais, où tu avais ces deux personnes là qui avaient des ceintures d'explosifs. Et, donc là, on se demandait pourquoi d'ailleurs le raid tirait tout le temps comme ça en direction, tout simplement parce qu'il voulait éviter que les deux personnes avancent pour se faire éclater en fait. Donc là, sur un assaut comme ça, encore une fois, je précise que je n'ai jamais été au raid, mais j'ai beaucoup de copains. C'est l'histoire qu'on raconte. C'est le feedback en tout cas d'un ami proche qui m'a dit ça. Et je lui dis, mais comment tu fais pour tenir sur la durée ? Parce qu'une fois que c'est terminé, tu sais que ça a duré 6 heures, 10 heures, 12 heures, un peu comme avec Mohamed Merah. Une fois que c'est fini, tu sais combien de temps ça a duré. Mais quand tu es dedans, tu sais pas. Exactement. Tu vois, un petit peu comme quand tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, quand tu es sur un projet, tu sais, bon, tu as à peu près une date, mais tu te dis, mais quand est-ce que ça va arrêter un peu ces demandes, ces sollicitations et tout ça. Donc lui, j'ai adoré cette histoire-là. Il me dit, en fait, Geoffrey, je suis allé à l'étage en dessous et j'ai fait une relax. Je me suis posé. Ça tirait au-dessus, donc tu avais du calibre lourd qui tirait à l'étage. Donc bam, 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 bam. Et lui faisait une relax juste en dessous. C'est incroyable. Je trouve ça dingue en fait. C'est clair. Parce que cette capacité à me dire, ok, c'est vrai que son mental lui disait, reste avec les copains parce qu'à n'importe quel moment, ils ont peut-être besoin de toi. Sauf que là, lui, vu qu'il était en position arrière, il a pris ce leadership finalement en disant, attends, pour être meilleur peut-être dans 15 minutes, là, je vais aller me reposer 5 minutes. Alors bien sûr, il n'a pas fait, il s'est pas allongé, il n'a pas dormi 10 heures, hein. Mais le fait de récupérer, à quel point justement la récupération te permet d'être performant et te permet d'être lucide et bon à n'importe quel moment. Tu vois, et c'est ça, cette capacité d'adaptation qu'on parlait tout à l'heure, comment la développer, c'est, tiens, comment je peux faire là maintenant pour être encore meilleur, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce que je suis en train de faire là. Et là, mon ami, lui, c'était tout simplement de dire, là, je sens que ça fait quelques heures, j'ai les jambes un peu lourdes, et en plus, il y avait eu différents événements avant, donc ça commençait vraiment à charger. Et donc là, lui, il s'est dit, si je prends 5 minutes, ça va me faire du bien, et ça me permet d'être encore plus performant. Tu vois, donc c'est vraiment... C'est incroyable comme histoire, et surtout, on est... tu vois, même quand on parle parfois du mot relax ou même le fait de faire les choses en conscience, etc. Pour certains, c'est un petit peu perché, voire farfelu. Donc du coup, c'est hyper intéressant de savoir que tu as des personnes qui, dans ces contextes-là, dans des situations justement d'urgence, et tu n'as rien de plus concret et de plus dangereux aussi, dans ces moments précis, prennent ces quelques minutes pour être encore plus performants, parce que cette notion de performance, elle revient énormément auprès des entrepreneurs. On me demande souvent comment est-ce que je suis plus performant, et je trouve que ce côté sas de décompression, que ça soit dans qui soit très court dans une période donnée, ou sas de décompression plus sur le long terme, et d'avoir des gros sas entre des grosses périodes, un lancement, une promo, ou quoi que ce soit, c'est hyper important. Comme là, pour rebondir sur ce que tu dis, Camille, qui est vraiment très pertinent, c'est tu es en mode de lancement, surveille la qualité de ton sommeil. Ouais. Parce que pendant que justement certains disent non mais je suis en lancement, allez je veille tard, je travaille, je bosse. Sauf que là, tu es en train de tirer sur ton organisme et tu baisses en créativité, tu baisses en lucidité et en état d'esprit, et c'est ce fameux entre guillemets mindset, tu vois. Ouais. Alors que si tu prends soin de ton sommeil, si tu me dis tiens, allez, ce soir à 21h, ça peut être 20h, ça peut être 23h, peu importe, ça dépend de chacun, mais là je coupe. Mais quand je coupe, je déconnecte complètement. Je sais que c'est pas facile, parce que moi aussi, je suis entrepreneur, je sais ce que c'est. Mais c'est tellement important de switcher son mental, parce que quand tu vas prendre le temps, je sais pas, si tu es dans Paris, d'aller te balader dans Paris, d'aller en forêt ou autre, et que tu vas penser à autre chose, c'est à ce moment-là, quand tu libères ton mental, que la créativité va arriver. Tu vois, parce que sinon, tu mets de la conscience sur quelque chose qui est inconscient. La créativité, c'est des idées qui te viennent comme ça, c'est on a le sentiment qu'elle tombe un peu du ciel, mais
plus tu vas la chercher, la créativité, moins elle va arriver. Donc, ce qui est important, c'est 1, surveille ton sommeil. Ouais. 2, optimise tes phases de récupération. Tout à l'heure, sur le copain du raid, tu parlais de la relaxation. On aurait pu très bien appeler ça une récupération active. Tu vois, ça fait plus classe, en fait. Oui, Tu tu dis un entrepreneur récupération active, c'est... Voilà. Par exemple, si aujourd'hui, vous nous écoutez et que vous êtes entrepreneur et que vous n'osez pas dire que vous allez faire une sieste et vous dites, je vais faire une récupération active. C'est classe quand même. C'est très, très classe. Mais en plus, c'est plus... Et c'est aussi... Plus okay. C'est plus OK et c'est la réalité. Ouais. Tu vas récupérer activement, c'est-à-dire que tu vas mettre de la conscience dans ta récupération. Ouais. Donc ça, c'est très important. Ouais. Et je te saisis au vol parce que le sommeil, c'est un truc qui revient énormément. Tu vois, en discutant justement sur ces sujets un petit peu mindset ou autres, c'est vraiment un pain point en tout cas qui revient régulièrement. Moi, déjà, à titre personnel, j'ai le côté où, alors, je suis très, tu vois, je coupe mes notifications, j'aime bien, par exemple, lire avant de dormir, arrêter les écrans, etc. En revanche, j'ai un espèce de flot de pensées, mais plutôt des pensées créatives, justement, qui arrivent pile poil, tu vois, avant de dormir, où je suis en mode, putain, il faut que j'aille noter tout ce que j'ai en tête, etc. Et de façon générale, tu as plein d'entrepreneurs qui disent, je mets un temps fou à m'endormir et tout. Alors, est-ce que toi, tu as des conseils justement pour réduire ce flot de pensées que beaucoup ont avant de s'endormir? Le souci, tu sais, les pensées, c'est un petit peu comme un feu où tu dis, c'est comme si la personne disait, je comprends pas, mon feu il est actif. Bah oui, si tu mets des bûches dedans, forcément il va pas s'arrêter. Tu l'entretiens. Voilà, c'est exactement ça. Tes pensées, tu les entretiens aussi. Donc là, ce qui est important, c'est d'occuper ton esprit à autre chose qu'à tes pensées. Donc très simplement, sans non plus paraître perché, mais quand tu es dans ton lit et que tu sens que tu commences à penser au projet de demain, quand tu commences à peut-être à être anxieux à l'idée de ce qui va se passer demain, peut-être prendre un temps pour noter pour libérer un peu ta charge mentale. Tu vois, tu prends un cahier, t'écris, comme ça libère. Et après, porter ton attention, ne serait-ce que sur ta respiration. Alors certains me disent, est-ce que compter les moutons, ça marche ? La mauvaise nouvelle, c'est que non, ça marche pas parce qu'au contraire, tu réactives ta mémoire, enfin ton esprit en disant, à bien savoir compter. Ouais, voilà, alors c'est ça. Il y a quoi après 12 Il y a quoi après 1400 Parce que l'idée, c'est pas de... Par exemple, les gens me disent, est-ce que de repenser à un moment qui était sympa et tout, oui, ça peut aider, mais on réactive aussi l'imagination et du coup, on remet des bûches dans le feu. Donc là, juste de porter son attention sur sa respiration, très simplement, et dès qu'on sent son esprit un peu divaguer, il n'y a pas à culpabiliser, mais justement à ramener sur son esprit sur sa respiration. Et plus précisément, quand on dit respiration, ça peut être porter son attention sur sa cage thoracique, son ventre, ou alors entre le nez et la bouche, tu sais, pour l'entrée de l'air. Et juste de porter son attention là, permet finalement de couper, entre guillemets, ce mental, parce que le mental a besoin d'être occupé. Donc là, si tu l'occupes à une tâche qui est observe ta respiration, eh bien, ça va te permettre tranquillement de te détendre et après d'aller tranquillement vers un sommeil. Parce que le sommeil, il a cette capacité au corps à se régénérer. C'est ton carburant. C'est ton carburant. Et aussi, il y a des phases du sommeil, notamment le sommeil paradoxal, qui va remettre en place au niveau de la mémoire. Enfin, ça a différentes fonctions. Tu vois, on ne peut pas rentrer dans le détail ici, mais il y a vraiment une dimension physique et mentale du sommeil. Donc, c'est pour ça que parfois, vouloir se suradapter en disant « Non, mais je n'ai pas besoin de dormir », si justement, tu as besoin de dormir. Même si tu fais des plutôt des récupérations actives ou autre chose, rien ne remplacera le sommeil que tu as durant ta nuit. Donc là, ce qui est important, si aujourd'hui tu es entrepreneur, eh bien, allez voir Camille et puis elle vous dira vraiment comment vous adapter les différentes étapes du sommeil, parce que là, pour le coup, le sommeil, c'est propre à chacun. Certains auront tendance à se coucher plus tôt que d'autres et ça, c'est physiologique, c'est génétique, on ne peut pas aller contre ça. Et si on va contre ça, justement, on cumule sa dette en sommeil. Enfin bref, on pourra en parler des heures. Mais exactement, je pense même qu'on fera un épisode dédié sur le sommeil parce que c'est ultra important. Et d'ailleurs, juste petit aparté, c'est pas pour rien que les militaires, justement, pour faire en sorte que le soldat en opérationnel, donc sur des terrains d'opération, soit le plus performant, eh bien, ils ont fait beaucoup d'études sur le sommeil. Vois, en collaboration avec l'IRBA, qui est un laboratoire où justement ils ont fait pas mal de tests, parce que justement aujourd'hui on se rend compte que le sommeil c'est un des meilleurs dopants naturels, quoi. Exactement. Et pour terminer sur le sommeil, justement là l'étude que tu cites,
L'idée principale, c'est que il y a ce côté sieste, donc voilà, que tout le monde sait faire, mais le fait justement d'y associer une relaxation, donc qui te met dans un état de détente plus important. Donc une relaxation, ça peut être tout simplement prendre ses écouteurs et écouter voilà, une personne qui te guide, qui t'aide à détendre les différents muscles de ton corps, etc. Le fait de coupler les deux, tu me dis si je me trompe, mais c'est ce qui te permet de récupérer encore plus vite par rapport aux études qui ont été menées sur ces militaires. Oui, les militaires, enfin très rapidement, mais les militaires avaient vraiment fait un test sur des personnes qui avaient, sur un stage sur plusieurs heures où ils n'avaient pas dormi, je crois qu'ils étaient entre 34 et 37 heures sans sommeil, donc en gros c'est une nuit blanche. Il y avait deux groupes, où il y avait un groupe où les personnes, on leur disait allez vous reposer, aller dormir, donc là ils partaient en mode sieste, ils fermaient les yeux, puis forcément après plus de 30 heures sans dormir, tu t'endors, hein, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et l'autre groupe où on leur disait, où ils suivaient une relaxation. D'accord, donc en gros c'est un scan de la tête aux pieds pour détendre les muscles. Et après, il y en a plein sur Spotify, YouTube, oui, c'est accessible. Donc pendant 20 minutes, plus après 10 minutes, on les laissait partir dans le sommeil. Et là on s'est rendu compte qu'entre les deux groupes, ceux qui avaient pourtant ils ont dormi la même durée, 30 minutes, ceux qui avaient suivi une relaxation musculaire juste avant avaient une récupération bien meilleure. Et comment ils ont vérifié ça? Tout simplement avec leur niveau d'attention. Juste après, ils ont eu des exercices à faire. Et le niveau d'attention, le niveau de réactivité était beaucoup plus rapide et important sur le groupe qui avait fait les relaxations avant. Et puis en plus, ils avaient étudié avec des petits casques là. Donc voilà, d'où on peut fermer les yeux, mais au-delà de fermer les yeux et faire une sieste, ce qui est beaucoup plus pertinent en tout cas, c'est de faire une relax ou même faire un petit peu de respiration et puis après se laisser partir dans le sommeil. Donc là, on met un petit timer et puis ça permet de se réveiller, quoi. Trop bien. J'adore ce sujet et je suis sûre qu'on te réinvitera pour en reparler encore plus en détail. Ce que je te propose, là, on va passer à une partie où je vais poser vraiment plus des questions sur ton expérience personnelle, sur ton quotidien, etc. Donc aujourd'hui, justement, après cette expérience 15 années en police, en formateur, après avoir eu différents titres justement en kettlebell sport et autres, aujourd'hui, tu es le fondateur d'une école de coach en préparation mentale internationale, puisque tu formes des gens partout dans le monde. Donc, tu es vraiment un entrepreneur passionné et à plein temps. Là, c'est quelque chose qui revient souvent en fin d'année ou justement à l'approche de l'été. C'est le fait d'être, de se sentir un petit peu cramé, le fait d'être happé par son quotidien. Comment est-ce que toi, justement aujourd'hui avec ta casquette d'entrepreneur et ton activité que tu vis à 1000%, comment est-ce que tu arrives à pas te laisser absorber au quotidien? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Déjà d'avoir des veilleurs. C'est-à-dire, les veilleurs, c'est comme un champion, comme un athlète de haut niveau, c'est plus tu te connais, plus tu vois, c'est quand je dis les veilleurs, c'est qu'est-ce que j'observe et qui me montre que justement je suis cramé. À quoi tu vois que tu es cramé? Est-ce que parfois tu as du mal à t'exprimer? Est-ce que parfois tu as tendance un petit peu à piquer du nez pendant la journée? Est-ce que tu es en manque de créativité? Est-ce qu'il n'y a pas grand-chose, il ne faut pas grand-chose pour t'énerver? Tu vois, toutes ces choses qui te montrent que tu es justement, entre guillemets, cramé. Et quand tu es cramé, pas de souci, refroidis la machine. Donc pour refroidir la machine, c'est très simple, c'est se reposer, faire autre chose, ou parfois apprendre aussi à ne rien faire. Et puis moi, j'aime aussi travailler en saison. Vraiment, quand on arrive... Alors, nous, par exemple, avril-mai, c'est une période assez creuse, donc on en profite aussi pour se poser. Et là, pendant la période d'été, on fait en gros une semaine de travail, entre guillemets du travail, qui est beaucoup moins fort que ce qu'il pourrait y avoir à partir de septembre. Mais une semaine de travail, une semaine vraiment plus de repos et de déconnexion. Et séquencer comme ça. Et surtout, parce que là, tu vois, on parle en termes de mois, après il y a de semaines, mais aussi de journées. Exactement. De 9h à midi, je suis en mode activité, par exemple. Et à midi, entre 14, je mange et je fais la sieste. Tout le monde le sait, c'est bon. Ça. Ne pas déranger Geoffrey à ce moment-là. Mais je suis le je suis injoignable. Ouais, c'est ça. Mais je suis champion international de sieste. Génial. Plutôt de récupération active. Et l'après-midi, j'aime aller, par exemple, vraiment me déconnecter en allant me balader en forêt, soit seul, soit avec Betty, qui est ma femme. Bref, mais consciemment, je lève le pied. D'accord, c'est vraiment mettre de la conscience de « Ok, là, je suis à fond.
ok, là, je suis à 70%, là, je suis à 20%. Et plus tu vas mettre de la conscience au niveau de l'accélérateur, un petit peu comme quand tu conduis une voiture. Hein, désolé de te faire revenir Souvenir douloureux. souvenir douloureux de la voiture. Mais plus tu es en gestion justement de ton accélération et des vitesses que tu mets, et plus tu seras en mesure de prendre soin de ton moteur. C'est la même chose. Et aujourd'hui, j'ai tellement vu d'entrepreneurs qui démarraient à fond de cale. Oui, mais je suis dans mes 3 premières années, il faut que je donne à fond. Oui, ok. Mais pense à te poser. Oui, mais quand ? Je ne sais pas, quand est-ce que tu as prévu de te poser ? Quand tu prévois un plan, moi, quand j'accompagne des entrepreneurs, déjà, je leur dis, ok, tiens, sur les 3 mois, là, quand est-ce que tu vas mettre tes zones de kiff ? Mais quoi ? Non, mais Geoffrey, tu m'accompagnes pour atteindre mes objectifs. Ouais, mets déjà tes zones de kiff, tes zones vertes, tes zones de repos. C'est là où tu fais rien. Exactement. Okay. Et de bien penser à les caler en avance parce que sinon, tu as toujours quelque chose qui se cale à ce moment-là et après, tu te sens débordé et en incapacité de pouvoir décaler telle ou telle chose. Sinon, si c'est pas prévu, tu le fais pas. Hein. Ouais. Donc, c'est clair. Je me reposerai plus tard. Et puis à un moment donné, il va t'arriver un problème à la cheville, un problème au genou, un problème au dos, un problème au cervical et tu vas dire je comprends pas. Bah oui, ton corps, lui, il a vite compris que tu avais besoin de repos, donc il va t'arrêter. Donc là, quand tu prévois ton plan, tu sais, au tout début de l'entretien, on avait parlé d'avoir un plan, comme dans le sport. Et bien là, c'est ok. Quelles périodes sont vertes ? Ok. J'ai un lancement qui est prévu, je ne sais pas moi, un lancement de projet, d'activité, de vente, peu importe, la 3e semaine de février. Quand est-ce que je me prévois le moment avant pour me poser, me reposer, pour vraiment être au top du top quand je serai en lancement, et après, une période un peu, pas vraiment la période verte où c'est vraiment repos, mais la période un petit peu un sas de décompression, tu vois. De récupération. C'est ça. Et quand tu crées déjà ton planning comme ça, eh bien, il y a de fortes chances que déjà tu mettes toutes les chances de ton côté pour avoir une gestion physique et mentale qui soit optimale. Génial, ouais. Ça, c'est, il y a un schéma que j'ai souvent en tête, typiquement, lorsqu'il y a un lancement particulier, où tu vois, moi, par exemple, je vais lancer un bootcamp à la rentrée, de vraiment avoir la partie préparation, la partie action, et tu le connais chez Mal par cœur, et la partie récupération. Et ça, que ça soit dans le sport ou au final au quotidien, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête, parce que sinon on reste toujours bloqué dans la phase action et avec cette zone rouge du coup qu'on atteint, comme tu as décrit tout à l'heure. Trop bien, j'ai énormément de choses qui me viennent en tête et je vois le temps qui file, donc mais je veux quand même profiter du fait que tu sois là pour te poser des questions que les entrepreneurs se posent assez souvent. Tu vois, là, il y a même j'ai fait un petit sondage sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps sur les sujets que en tout cas qui parlaient le plus aux entrepreneurs quand on parle de mindset, etc. Et le sujet de la confiance en soi, c'est un sujet qui est pas mal remonté. Alors c'est assez rigolo parce que tu peux avoir tendance que justement quand tu es entrepreneur, tu as une forte confiance en toi, etc. Mais en fait, c'est pas du tout quelque chose d'inné et surtout, je pense que ça s'entretient. Qu'est-ce que toi, tu réponds à un entrepreneur qui dit Geoffrey, comment est-ce que je booste ma confiance en moi ? Ok, t'as 4 jours devant toi. C'est parti, let's go. Tu sais déjà. Vaste sujet. Ouais, déjà, les personnes comparent la confiance qu'ils ont en eux par rapport à parfois certaines personnes, la confiance qu'ils dégagent. Ouais. Mais même quand tu vois des grands entrepreneurs qui, d'apparence, ont une confiance en eux qui est incroyable, ce qui se passe intérieurement, c'est complètement différent. J'ai eu l'occasion d'accompagner des grands entrepreneurs, des grands sportifs aussi. Avant un événement, ils ont aussi le palpitant, ils doutent aussi d'eux, ils ont peur, ils sont dans ces moments d'incertitude. Donc, déjà, ça, c'est un préalable, tu vois. De croire d'avoir une confiance en soi qui soit toujours au top du top, ça se travaille, en effet, parce que la confiance en soi, c'est simple, c'est croire en ses habiletés, en ses capacités. Mais pour croire en ses habiletés, ses capacités, eh bien, il faut les mettre en action. Mais ce qui sous-tend de croire en ses actions, au fait de passer en action et puis d'avoir confiance en soi, c'est d'avoir une bonne énergie, d'avoir une gestion émotionnelle qui soit au top et d'avoir aussi une vision de soi, une estime personnelle, aussi le fait de se valoriser qui soit optimal. Si tu as une bonne énergie, des émotions qui sont bonnes et on va dire un rapport à toi qui est plutôt bon, dans ce cas-là, tu auras de fortes chances d'avoir plus confiance dans tes capacités. D'accord ? Donc, comment ça se développe ? En passant à l'action, tout simplement. C'est-à-dire que la confiance en soi, c'est un état d'esprit. C'est rien d'autre. C'est juste un état d'esprit qui va te permettre de mettre en place des actions. Donc, qu'est-ce qui fait que cet état d'esprit-là, il soit du mieux possible, qu'il soit le plus fort possible et qui te permette d'entreprendre des projets qui soient bons pour toi ? Donc,
quelqu'un qui démarre dans l'entrepreneuriat aura forcément moins confiance en lui sur des petites actions que quelqu'un qui a déjà fait beaucoup d'actions. Par contre, après, les steps étant différents, par exemple, quand tu vas négocier un projet, je ne sais pas, à 10 000 euros quand tu commences, la confiance n'est peut-être pas au top. Par contre, au bout de quelques années, quand tu vas négocier un projet à 10 000, ça ira parce que tu en auras tellement fait. Par contre, quand tu vas être sur des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros, peut-être à millions d'euros, là, ta confiance en toi, elle risque d'être un petit peu plus fragile, un petit peu plus incertaine. D'accord ? Donc, c'est aussi la confiance, eh bien, elle s'obtient avec l'action, elle s'obtient avec le temps. Et ce qui est important, c'est aujourd'hui, quelle vision j'ai de moi-même ? Parce que souvent, on se dit, oui, mais je pourrais être meilleur, Ok, oui, tu peux toujours être meilleur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu es capable d'atteindre cet objectif-là ? C'est pour ça que quand on se fixe des objectifs et pour avoir la confiance nécessaire pour atteindre ces objectifs, eh bien, c'est d'avoir un objectif qui soit à la fois atteignable, mais aussi à la fois un petit peu excitant, tu vois. Parce que si c'est sûr qu'il est atteignable, tu auras peut-être tellement confiance en toi que tu ne seras pas au top du top. Donc la bonne zone, meilleur de toi-même. Exactement. Donc la bonne zone, c'est vraiment quand tu as confiance en toi, mais que tu doutes encore un petit peu. Tu vois, ça vient te challenger un petit peu. Ça vient te challenger, exactement. Et là, dans ce cas-là, tu es dans la bonne zone. Et souvent, ce que je pose la question aux gens, très simplement, pour conscientiser, je dis, OK, aujourd'hui, de 0 à 10, à combien tu as confiance en toi ? Dernièrement, j'ai une personne qui me dit, je suis à 3 ou 4. OK. Et tu aurais besoin d'avoir confiance en toi à combien réellement pour avancer, pour aller au-delà de ce que tu es capable ? Elle me dit, 5 ou 6. Tu vois, donc déjà, on minimise ce vaste sujet qui est de la confiance en soi, où parfois on se dit, moi, j'ai... Il faut être à 10 sur 10 pour réussir à faire tout. C'est ça. Ou alors se dire, j'ai confiance ou j'ai pas confiance. C'est en mode binaire. Alors qu'en fait, OK, aujourd'hui, tu as confiance en toi à combien ? Et combien il te faudrait pour avancer ? Et pour justement augmenter ce point ou ces 2 points, qu'est-ce que tu peux mettre en place ? Qu'est-ce que tu peux, dans ton environnement, qu'est-ce que tu peux te dire à toi-même ? Est-ce que peut-être déjà tu peux te retourner par rapport à ce que tu as fait et à quel point tu peux être fier de ce que tu as fait ? Parce que la confiance, c'est encore une fois une énergie, c'est comme je disais avant, un état d'esprit. Ouais. Donc tout ça, ça vient, on augmente son réservoir de confiance en soi en ayant conscience de tout ce qu'on a déjà fait et à quel point justement on l'a bien fait. Tu vois, on se valorise en fait. Et ce qui est important, c'est avoir confiance en soi, oui, mais l'excès de confiance n'est pas bon non plus. Tu vois, très souvent, les équipes ou les sportifs qui échouent, c'est que parfois, un champion du monde, par exemple, peut se faire cueillir sur une compétition nationale parce qu'il y va un peu en vainqueur. Ouais. Il dit, non, mais c'est bon pour moi, ça va le faire. Et puis là, tu te fais cueillir parce que justement, tu n'avais pas ce niveau de vigilance qui était assez important. Bien Donc sûr. là, aujourd'hui, si tu es entrepreneur, peut-être que voilà, tu es confiant à 4, 5, 6, peut-être plus ou moins, peu importe. Mais de combien tu aurais besoin pour augmenter cette confiance, mais qui soit encore pas être en excès de confiance, mais qui soit en confiance juste. D'avoir finalement conscience de ses propres capacités sans non plus les amplifier ou les diminuer. Et être juste dans cette vision qui soit la meilleure, quoi. Trop bien. J'ai synthétisé. Ouais, non, mais déjà, je trouve que tu as donné énormément de clés ultra concrètes parce qu'entre cette prise de recul, cette conscientisation et toute cette pause, cette partie justement de récupération, de relax, enfin bref, toutes les choses là qu'on a abordées, je pense que ça donne déjà beaucoup de clés qui sont en plus des choses... là, c'est rien de sorcier en fait véritablement, et c'est pas forcément aussi des choses qui sont difficiles à mettre en place. Ça demande un effort avec de l'entraînement, mais l'impact il est réel. C'est ça en plus ce que tu décris. Oui, et je tiens vraiment à rebondir sur ce que tu dis, Camille, parce que ça c'est très important. Parfois on cherche des choses qui sont complexes parce qu'on se dit si c'est complexe, ça va bien marcher. Ouais. Alors que en réalité, le but c'est pas d'avoir des choses complexes, c'est d'avoir des choses simples, mais par contre qui sont appliquées avec excellence. Ok, tu es capable de récupérer en 10 minutes. Comment tu peux faire pour récupérer peut-être en 8 minutes ? Tu vois, simplement, mais que ce soit encore meilleur. Donc des choses simples, appliquées avec excellence, sont vraiment mieux que des choses complexes qui ne sont pas bien appliquées. Et que tu ne tiendras pas dans le temps. Et que tu ne tiens pas dans le temps.
Exactement. Génial. Un immense merci, Geoffrey. Il y a une dernière petite question que j'aime bien poser en fin d'interview. Si toi, vraiment, à titre perso, tu devais retenir un seul point qui a changé ta vie de façon générale, que ce soit en termes de mindset, mais qui a vraiment changé ta vie, ça serait lequel, si tu devais en retenir un? Ça, c'est une question. J'ai bien fait de te dire avant l'entretien, je veux pas savoir les questions que tu vas poser. Je pense que vraiment, et puis ça va par rapport à ce qu'on disait juste avant, c'est le fait de croire en soi. Parce que souvent, on attend beaucoup des autres, on attend beaucoup de soutien, on attend beaucoup d'aide des autres, alors qu'en fait, déjà, le fait de croire en soi, de développer cette conviction. Au-delà de croire en soi, c'est vraiment cette conviction, cette foi, tu vois, en se disant, peu importe ce qui arrive, je vais donner le meilleur de moi-même. Tu vois, et quand je dis croire en soi, c'est vraiment croire en ses capacités, parce qu'elles sont là de toute façon. Et vraiment aller de l'avant et toujours avoir ce regard bienveillant vis-à-vis de soi-même. Donc, pour ceux qui nous écoutent, croyez en vous, développez votre conviction par rapport à vous-même, et plus vous développerez cette conviction, plus vous serez convaincu et plus vous serez convaincant. Et ça, quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Ça aide. Trop bien. Un immense merci, Geoffrey. Où est-ce qu'on peut te retrouver si des personnes souhaitent échanger avec toi par la suite? Face à toi, là, maintenant. Voilà. Si vous êtes dans le coin, c'est parfait. Sinon, tant pis. C'est ça, exactement. Alors, sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, c'est Ma Puissance Mentale. Donc, de toute façon, si vous tapez sur Google Puissance Mentale Geoffrey Brochet, normalement, si j'ai bien fait mon job, vous retrouverez tout ce qu'il faut. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si je peux vous aider, ce sera toujours avec grand plaisir. Trop bien. Et nous, dans tous les cas, on remettra l'ensemble des liens dans la description. Donc, vous pourrez regarder tout ce que fait Geoffrey et tous les conseils que tu apportes au quotidien. De mon côté, je vous dis à très vite. Si vous avez aimé l'épisode, si vous aimez Côté Mindset et toutes les émissions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre ce qui va arriver. On a eu du lourd aujourd'hui, il y a encore beaucoup de lourd qui arrive. À très vite.